Perspective, l'émission internationale de dimanche de Sud FM. Universitaires, plénipotentiaires, experts internationaux, analyses politiques vont se relayer tous les dimanches à partir de 14h sur Sud FM. Les questions internationales, analysées, revues et corrigées dans un monde en perpétuelle mutation. Perspective reçoit ce dimanche le professeur Pape Ibra Samb, spécialiste en biologie végétale, premier recteur de l'Université de Thiès. L'agriculture, on le sait, est extrêmement sensible au changement climatique. Son impact négatif menace la sécurité alimentaire des populations. Que faire? Le professeur Pape Ibra Samb estime le volume d'investissement qu'il faudrait consentir pour éviter les conséquences négatives de ce changement. Premier recteur de l'Université de Thiès, il se prononce également sur la situation de l'enseignement. C'est dans Perspective de ce dimanche 16 octobre à partir de 14h sur Sud FM. Perspective, dans la continuité de Sud International, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et sur le site www.sudfmsenradio.com. Perspective, une émission animée par Aliou Diara. Perspective reçoit aujourd'hui le professeur émérite Pape Ibra Samb, premier recteur de l'Université de Thiès, a également dirigé pendant plusieurs années l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture. Professeur Pape Ibra Samb, bonjour. Bonjour, Aliou. Alors, vous êtes professeur en biologie végétale avec comme domaine de recherche la phytopathologie, qui est, si je ne me trompe, la science qui étudie les maladies des végétaux. Voilà, j'ai fait ma thèse d'état sur le striga, dans le cadre de la lutte contre le striga, utilisant 2 herbicides foin mobiles, dicamba et glyphosate. Mais avant, j'avais également travaillé en physiologie sur le géotropisme. Le géotropisme des Wolof, Ndukhum, oui, bien sûr. Et j'avais travaillé au préalable sur donc le géotropisme positif, le phototropisme des plantes, surtout aquatiques, sur le dimorphisme racinaire de Lugia ascendens. C'était en quelle année? C'était en 85 où j'ai soutenu ma thèse, le 5 juin 85 précisément, avant de m'engager sur maintenant la recherche sur les phénomènes parasites du genre striga, qui sont Depuis, des herbes vous avez dirigé l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture du Sénégal, qui se trouve également à Thiès. En 2002, j'ai été appelé à diriger effectivement l'École nationale supérieure d'agriculture et que j'ai dirigé de 2002 à 2007. Mais cette école, on n'en parle pas beaucoup. Quelle est son utilité réellement, hormis former des étudiants sénégalais et étrangers? La formation agricole est un intrant indispensable pour le développement d'une agriculture qui se respecte. Au moment, les autorités politiques avaient même pensé à former des entrepreneurs agricoles. Mais en tout cas, l'ENSA, pour le peu qui a été formé dans ce domaine, ces entrepreneurs ont été formés à l'ENSA. Mais déjà, la formation agricole et rurale à cheval donc entre l'ISFAR de Bambey aujourd'hui, ancienne ENSER, et l'École nationale supérieure d'agriculture, cette formation agricole, disais-je, le premier intrant d'une agriculture qui se respecte parce que l'agriculture est un domaine très complexe qui appelle des technologies assez importantes. Et quand on parle aujourd'hui de fracture agricole entre le nord et le sud, si l'agriculture ne nourrit pas la population du Sénégal, c'est peut-être en partie lié au déficit technologique. On va bien sûr beaucoup parler d'agriculture aujourd'hui. Vous êtes au courant certainement que les 197 États signataires du protocole de Montréal réunis à Kigali au Rwanda pour le 28e sommet des parties au protocole ont négocié dans la nuit du 15 octobre les derniers détails d'un accord sur le climat qui aura mis 7 ans à aboutir. Les discussions ne se sont pas déroulées sous les feux, évidemment, des projecteurs, comme à l'accord de Paris de décembre 2015, mais ces résultats pourraient avoir un impact, voire plus significatif, sur le ralentissement du changement climatique. L'amendement de Kigali, non officiel de l'accord, signe en effet la fin progressive des hydrofluorocarbures,
gaz dont l'effet de serre est 14 000 fois plus puissant que le CO2. Entendez le gaz carbonique. Ces gaz sont principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. Mais professeur, est-ce une nouvelle victoire dans la lutte contre le changement climatique? Le changement climatique, vous m'en faites parler, c'est une question hautement complexe. Vous l'avez vu, ce qui a été à Paris par la COP21 vers la fin de l'année 2015, la première quinzaine de décembre d'ailleurs. Tout à fait. Dont vous parlez également de la conférence de Kigali, est un processus ancien et complexe qui a débuté en 80 par le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Ensuite, il y a eu évidemment d'autres étapes. Il y a eu la conférence sur la biodiversité de Rio, la conférence de Rio en 1992. On va en parler de la biodiversité. Le protocole de Kyoto en 1997. Et on est arrivé finalement à Paris puis Kigali. Donc, vous savez, c'est un problème mondial qui intéresse l'ensemble de la planète. Et vous savez, l'atmosphère, c'est pas une atmosphère qui a des frontières. Tout ce qui se gâte dans le nord, nous les supportons dans le sud. Étant entendu que dans le sud, évidemment, nous n'avons pas fait que pour faciliter dans la situation. Mais les plus gros dégâts, c'est les constructeurs automobiles, parce que l'automobile est peut-être la source qui est la plus polluante par différents effets. Maintenant, au niveau africain également, nous avons effectivement été présents et parce qu'il s'agissait à Paris peut-être de donner les plans d'action de chaque pays pour voir chaque pays comment il entendait gérer sa situation pour qu'il n'y ait pas une complication plus grande de la situation. Mais au Sénégal, vous me faites parler d'un problème où moi je pense que notre pays aurait davantage à s'appliquer à avoir une harmonie de sa position parce que j'ai suivi un peu avant la conférence de Paris, la COP21, j'ai suivi un ministre très proche du président de la République parler de cette affaire de façon différente de la façon dont on en parlait au préalable. Avec une position assez tranchée qui semblait même penser que le changement climatique est quelque chose de virtuel ou inexistant ou en tout cas une diversion. Peut-être qu'il n'avait pas suffisamment d'informations sur la question. Mais compte tenu de sa position en tant que conseiller du président en matière environnementale, moi, quand j'ai suivi donc son entretien avec un de vos confrères, je pensais que le ministre de l'Environnement allait s'autosaisir de la question pour éclairer l'opinion et donner la position du Sénégal, parce que je ne pense pas que les solutions qu'il préconisait, notamment les centrales à charbon, dont il a dit que c'est ça qui a été à l'origine donc de ces richesses qui ont été produites à part la révolution industrielle du 19e siècle. Je pense que ces centrales à charbon, si l'État du Sénégal, ça devrait faire partie de ces solutions, devrait, avant d'arriver à Paris, éclairer la lanterne des Sénégalais, parce que de ce que nous savons, le charbon est une source assez polluante et même la Chine qui commence à défaire ces centrales à charbon s'en débarrasse au profit de pays comme les nôtres. Et donc, il ne faudrait pas que les poubelles, d'ailleurs, viennent peupler donc notre façon d'essayer de trouver de l'électricité. Donc, ce conseil-là trouverait comme alternative les centrales à charbon ici en matière énergétique. Moi, quand j'ai suivi, j'ai été tellement surpris que immédiatement, je suis allé sur le net pour voir quel profil faisait et qui était-il, pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans la matière pour pouvoir être autorisé à décrier tout ce qu'aujourd'hui on admet comme terreux qui sont maintenant acceptés par tout le monde, que d'abord, le changement climatique est en coaction positive avec le cycle du carbone. Aussi simple que cela, si nous voulons nous considérer ce problème d'un point de vue africain, je ne dirais pas comme mon professeur d'écologie à l'époque où je faisais la maîtrise. En Afrique occidentale, du nord au sud, si on regarde les isoplètes, ni les températures, ni la lumière, les grands vents ne constituent nulle part un facteur limitant. Et que seule l'eau, les précipitations varient du nord au sud. Et en augmentant si on considère notre pays. Donc, je pense qu'il
il ne faut pas être simple de ce point de vue-là. Donc, il faut considérer la question de façon globale. La question est globale. C'est une question où il faut faire beaucoup de prospective parce que les pays développés suivent cette question avec beaucoup de sérieux. Vous avez l'Europe où il y a eu en 2007 des normes Euro 6, je crois, où il fallait que les constructeurs automobiles regardent un peu les véhicules qu'ils produisaient pour que ça produise moins de... C'est tellement sérieux, professeur, qu'à plus long terme, on dit que la réduction cumulée des émissions mondiales pourrait éviter jusqu'à 0,5 degré de réchauffement à l'échelle mondiale d'ici 2100. Et ainsi permet de réaliser un quart de l'objectif de 2 degrés Celsius fixé par l'accord de Paris sur le climat. Donc si on ne fait rien, on n'atteindra pas cet objectif-là. Oui, il faut dire que c'est une question économique. C'est une question économique. À une question économique, il faut trouver des solutions. Évidemment, même si on trouve des solutions environnementales, aussi, il faut regarder l'économie. On a suivi le scandale de Volkswagen. Le scandale de Volkswagen parce que Volkswagen a eu à trafiquer ses pots d'échappement et faire en sorte que les émissions produites ne soient pas visibles. Qu'on ne puisse pas, par exemple, dans un pays comme en Amérique, qu'on ne puisse pas contrôler de façon exacte le taux de gaz émis. Et c'est pourtant en Amérique qu'on a décelé... Voilà, et donc c'est ça qui montre que il y a des problèmes extrêmement graves et les constructeurs, quand on a regardé, il n'y a pas de bon. Quand on regarde le capitalisme, il n'y a pas de bon et de mauvais, parce que quand on a regardé, ce n'est pas que Volkswagen qui triche, et que presque 10%, il n'y a pas 1% de normes qui soient respectées par les constructeurs. Et donc, c'est extrêmement sérieux. Nous, de notre côté, nous avons suivi qu'en 2000, après l'avènement du président Abdoulaye Wade, il avait interdit que nous soyons l'importation de beaucoup de véhicules venant d'Europe, surtout avec des âges avancés. Et dernièrement, on a augmenté de 2 ans, je crois, ou 3 ans, l'âge des véhicules. Bon, évidemment, ce qu'on pourrait penser, c'est que moi je parlerai beaucoup avec le conditionnel, parce que dans nos pays, comme je l'ai dit, peut-être que si on devrait faire une notation des plus grands pollueurs aux plus petits pollueurs, nos pays pourraient ne pas atteindre encore la norme qu'il ne faut pas dépasser. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut rester vigilant, parce que c'est des questions extrêmement importantes, et quand vous détruisez dans votre environnement, c'est pas quelque chose que vous pouvez récupérer du jour au lendemain. Donc, il faut faire attention. C'est vrai, professeur, nous ne sommes pas pollueurs, mais nous sommes pollués quand même. Est-ce que c'est pas autrement plus grave? Oui, mais vous savez, être pollué, nous ne pouvons pas éviter, peut-être, compte tenu de notre niveau de développement économique et social, ou peut-être on est obligé de se satisfaire de technologies souvent de seconde main, mais parce que nous ne produisons pas. Beaucoup estiment que la pollution, elle n'est pas seulement atmosphérique, elle est aussi dans les produits que nous importons tous les jours. Cela est vrai, mais comme je dis, le problème est corrélé un peu au carbone atmosphérique, au CO2 atmosphérique. Et nous savons que ce qui a été à l'origine du changement climatique, quelque part, c'est le CO2. Le gaz carbonique, on en produit à des proportions inconsidérées. Et cela entraîne souvent une accumulation dans la haute atmosphère où, en lieu place de la couche d'ozone qui nous protégeait même contre les rayons ultraviolets, aujourd'hui, on a eu en haute atmosphère ce carbone-là qui est allé se combiner avec l'ozone pour détruire cette couche d'ozone où il y a eu des trous. Qui nous protégeait. Oui, où il y a eu des trous dans cette couche d'ozone. Et parallèlement, le carbone est aussi piégé ou séquestré dans la lithosphère, dans l'hydrosphère, dans l'atmosphère. Et au niveau de l'hydrosphère également, il faut considérer que il y a une acidification due au gaz carbonique qui va dans les océans et de façon massive. Et ce qui entraîne qu'au niveau de l'océan, il y a une acidification et une élévation de la température provoquant la fonte des calottes glaciaires, et également il y a une élévation du niveau de la mer qui entraîne les situations que nous voyons. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier carrément l'existence de ces phénomènes-là. Quand on entend ce qui se passe à Guet-Ndar ces derniers jours avec ces mosquées qu'il fallait détruire, après avoir détruit beaucoup de maisons, on se rend compte que le phénomène est à nos portes, et donc il ne faut jamais sous-estimer un phénomène qui est aussi
important que celui-là. Et comme je disais, il faut faire de la prospective. Même si nous n'avons pas atteint un seuil intolérable, il faudrait se maintenir dans des situations plus ou moins acceptables. Alors, professeur, une question toute simple. Quel est alors l'impact de ces changements climatiques-là sur notre agriculture? L'impact est évident parce que le climat, c'est quelque chose c'est pas ce que, comme les gens l'appréhendent souvent. Le climat, c'est quelque chose qui reste stable pendant un certain temps, pendant au moins 30-40 ans. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de climat. Mais quand vous regardez notre agriculture aujourd'hui, après la saison de pluie, d'une année à l'autre peut commencer en juin ou en mi-juillet ou fin juillet. Il y a donc à craindre que, avec cette instabilité, en plus du fait que nous avons aussi, le désert, la désertification, nous avons un ensemble de facteurs qui influent négativement sur notre agriculture. Et le changement climatique en fait partie. Non seulement il impacte notre vie quotidienne, mais l'agriculture également, d'une certaine façon, est plus ou moins touchée. Parce que, on le sait aujourd'hui, vous avez un échauffement du climat. Aujourd'hui, personne ne peut douter que souvent vous traversez une année sans avoir un froid. Or, même l'alternance, il y a des rythmes circadiens. Quand on parle de climat, souvent on oublie simplement la part biotique, alors que le climat, c'est un ensemble de facteurs. Certains sont abiotiques et d'autres sont biotiques. Et les facteurs biotiques, si je veux vous donner un exemple, c'est quand vous fermez votre chambre, la chambre où nous faisons l'enregistrement, nous mettons 100 personnes, vous sentez bientôt tout de suite un peu de chaleur, un peu plus de chaleur. Donc, il y a le facteur climatique, il ne faut pas oublier ces facteurs biotiques, nous les hommes, les plantes, etc. Et donc, les ce qu'on peut faire, vivent aussi. Oui, respire. Parce que vous savez, j'ai parlé du cycle du carbone qui est en coaction positive avec, disons, le changement climatique, parce que vous le savez, dans ce cycle du carbone, deux choses importantes se passent. Il y a donc la photosynthèse qui est pratiquée par les végétaux et qui nous libère au terme de leur photosynthèse de l'oxygène que nous consommons, nous et les animaux, et pour donner du CO2. Alors, on sait que, vous l'avez dit, l'agriculture est extrêmement sensible au changement climatique, mais c'est vrai que les températures quand même plus élevées diminuent les rendements des cultures utiles. Mais bien sûr, cela est tellement évident que même aujourd'hui, quand vous regardez simplement, vous faites une observation, vous vous rendrez compte bientôt que l'hivernage est en train de s'estomper et avec, disons, le brouillard qui s'installe et qui va aider à la maturation des fruits. Mais le changement climatique, je vous ai cité un professeur tout à l'heure et j'ai dit ça, c'est dans les grandes lignes, dans le général. Mais quand on regarde cette année, par exemple, on pourrait penser qu'il n'y avait pas de grand vent, il en parlait, mais cette année, un seul vent, une journée où il y a eu beaucoup de vent et tous les champs de manguiers et tous les agrumes ont été dévastés parce que les fleurs sont tombées et la fructification est devenue ce qu'elle était, ce qu'elle devait être. C'est-à-dire que il y a eu une saison de fruits assez perturbée par un seul jour où il y a eu ces perturbations. Donc, souvent, c'est imprévisible. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que mais même quand c'est prévisible, on n'y peut rien en général. Voilà, c'est-à-dire que le climat... On voit des ouragans, des vents violents qui détruisent. Haïti en a fait les frais il n'y a pas longtemps, les États-Unis également. Donc, le principe de précaution est ici extrêmement important. Il faut sauvegarder ce qui peut l'être et ne pas dire simplement... Aujourd'hui, je ne suis pas concerné, donc je peux faire un peu de pollution. Et depuis longtemps, les gens l'ont compris, les États l'ont compris que toutes ces industries, même souvent polluantes, doivent payer pour leur pollution. Et c'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Donc, il faut quand même que, même si on pense que peut-être nous ne sommes pas encore arrivés à des normes exceptionnelles, il faut faire beaucoup dans la précaution parce que l'atmosphère mondiale est un bien commun, un bon bien collectif. Il nous faut l'utiliser. Il nous faut l'utiliser durablement. Il faut laisser une atmosphère
viable pour les populations, les générations à venir, et il faut faire un peu dans la précaution et faire en sorte que cet environnement soit sain. En tout cas, des organisations comme la FAO, le Fonds alimentaire mondial, déploient des solutions pour essayer d'envisager des formes de résilience que les populations devraient adopter dans leur localité. Même hier, à la presse, j'ai entendu, disons, le projet WAP dans la région du Sine Saloum, c'est également des projets, ils sont à la recherche de projets qui pourraient mitiger certains effets et permettre une alimentation correcte. Il y a également, d'un point de vue stratégique, il y a également la Grande Muraille Verte, projet de l'Union africaine qui doit développer cette Grande Muraille Verte, Dakar-Djibouti, effet de mitigation contre la désertification, mais effet également de créer un puits de carbone pour permettre une séquestration plus grande du carbone, parce qu'on pense que les forêts, en tout cas, permettent de participer à l'équilibre du cycle du carbone. Le cycle du carbone qui est en équilibre quand le carbone sous sa forme organique s'équilibre avec le carbone sous sa forme inorganique. Mais au Sénégal, peut-être vous l'avez remarqué, ces dernières années, il ne pleut pas beaucoup. Pourtant, les rendements, en tout cas, qu'on nous donne à la fin de chaque campagne, les rendements sont bons. Mais qu'est-ce qui explique cela? On a plus de riz, plus d'arachide, il pleut moins. Est-ce dû... Je ne suis pas sûr que, comme vous le dites, je ne suis pas sûr que, comme vous le dites, quand ces facteurs sont combinés, il y a un rendement meilleur. Maintenant, les statistiques sont ce qu'elles sont, et elles engagent ceux qui les font et ceux pour qui ils les font. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec les chiffres que l'on donne? Beaucoup de gens ont contesté, et peut-être il faudrait arriver, parce que c'est extrêmement sérieux. Les prévisions sont extrêmement importantes pour un pays, qu'il faudrait que peut-être ça soit géré par des gens plus ou moins autonomes. J'ai vu dans notre pays déjà l'Institut de la statistique donner des chiffres et être contredit par d'autres structures dans notre pays. Donc je pense qu'il y a effectivement, de ce point de vue, des interrogations. Je ne dirais pas qu'il y a de la falsification, mais il y a des questions qui se posent et qui sont posées de façon tout à fait légitime. En tout cas, il y en a qui préconisent comme solution également la biodiversité. Est-ce qu'il faut aller chercher la clé de la sécurité alimentaire dans la biodiversité? La biodiversité, depuis Rio, vous savez, la biodiversité pour un pays, c'est l'ensemble de ses ressources phytogénétiques, dans le domaine végétal tout au moins. Et ça, c'est un patrimoine. Ce patrimoine que nous avons en partage, nous l'avons avec également les populations, les générations à venir. Donc, il faut une gestion juste et équitable. Ça voudrait dire que nous nous en servons. C'est pas seulement une gestion où il faut regarder un parc, par exemple, ou en tout cas des peuplements. Il faut les utiliser, mais une gestion durable et efficace. Une gestion équitable qui permette qu'on les utilise, mais qu'on puisse prévoir que les populations à venir ne soient pas lésées. C'est pour cela que tout ce qui se passe avec les terres aujourd'hui, il faut faire très attention, parce que des pays hautement plus nantis que les nôtres ont des plans et ont travaillé à avoir des terres, de nouvelles terres. Certains sont saturés dans leur pays et viendront, si on ne fait pas attention, les léguer nos terres, et ce sera préjudiciable pour notre agriculture et notre population. C'est vrai, faire attention, mais à y voir de près, professeur, cette biodiversité disparaît à un rythme alarmant. La biodiversité, vous savez, c'est comme tout, comme les semences. Quand on parle de semences, souvent on parle de semences pour les plantes cultivées, alors que on devrait faire attention à voir toutes les semences de toutes nos plantes, même sauvages. Et c'est ça, une bonne gestion efficace des ressources phytogénétiques. Il faudrait veiller à avoir que ce patrimoine-là, parce que toute plante a un secret. Quand il faut connaître ce secret, il faut poser la bonne question. Ça veut dire que certaines plantes sont inconnues pour le moment ou négligées, alors que peut-être elles pourraient être détentrices du secret pour soigner des maladies comme le cancer, etc. Donc, la flore, la végétation d'un pays, c'est hautement plus complexe, et il faut veiller à
conserver la biodiversité dans toute sa richesse. Vous avez entendu, professeur, parler de plantes parasites qui causeraient des dégâts au Sénégal. Vous avez dit qu'il n'existe aucun programme de lutte contre les plantes parasites. Exactement. Bon, ou si ça existe, ça doit être assez marginal. Hein? Alors que ces plantes-là, dont le striga, dont Dapitanus bagvensis, almetugune, ces plantes-là sont des plantes sorcières. Et elles ont la manie souvent d'être dans vos champs et vous ne les voyez qu'en fin de saison. Et donc c'est extrêmement difficile, leur lutte est extrêmement difficile. Quand vous les voyez en fin de culture, par exemple pour le striga dont je parle, qui est l'herbe sorcière la plus connue au Sénégal, qui intervient sur le mil à la fin de sa saison, c'est une plante qui existe sous l'état de plantule au niveau comment dirais-je, du système racinaire de l'hôte. Et si vous ne faites attention, ça apparaît seulement. D'abord, il y a une période de germination. Il ne germe que quand vous avez l'hôte convenable dans le champ. Si c'est le mil, ça peut être sur le sorgho, le maïs ou le riz. Ça n'apparaît que après un mois et demi, 2 mois de culture. Quand vous observez ça sur votre champ, vous savez que le mal est commis sous terre avant même qu'on le voit apparaître en fin de culture. Donc, il faut peut-être, ce qu'il faut faire, c'est amender ces champs-là. L'amendement, l'arrachage manuel, il a été vérifié que c'est bien, mais c'est pour préserver la culture qui va venir. Hein? Si vous dites à un paysan récolter ou faites l'arrachage manuel pour cette année, mais le résultat, c'est pour protéger les plantes de l'année prochaine. Je pense que vous ne verrez pas des paysans s'engager. Alors, c'est des parasites, heureusement, qu'ils connaissent très bien. Ils le connaissent très bien, ils savent ce qu'il faut faire. Il faut peut-être changer. Si vous faites cette année du mil, l'année prochaine, il faut peut-être alterner avec... il faut changer de spéculation. Oui, c'est ça. Mais aussi, il faut dire que c'est des graines qui ont une longévité de 20 ans. Et qui s'adaptent très bien. Qui s'adaptent. Donc, sont très opportunistes et apparaissent de façon massive au niveau des parcelles. Si aujourd'hui, vous voyez striga, vous l'arrachez, souvent quand vous arrachez la plante entière, vous voyez au niveau de ses racines beaucoup de jeunes plants qui ne sont pas émergés. Et ces plantes-là, ces petits plants-là sont plus néfastes que ceux qui sont émergés, parce que ceux qui sont émergés font la photosynthèse, alors que ceux qui sont au niveau des racines ne font pas la photosynthèse. Donc, c'est des plantes qui sont assez ravageurs. Mais professeur, aujourd'hui, pour construire un système agricole plus résistant, quelle est aujourd'hui la solution? Faut-il passer par une agriculture écologique? Une agriculture, moi je pense que de mon intime conviction, il faut quand même faire un peu dans l'agriculture peut-être écologique, mais également on est obligé de faire avec les mesures conventionnelles, parce que certaines, pour beaucoup de parasites, n'ont pas trouvé toutes les méthodes de lutte biologiques et non conventionnelles. Hein? Donc souvent il faut peut-être y aller de façon douce, mais ce qui est certain, pour beaucoup de nos plantes encore, utiliser beaucoup de pesticides aussi, utilisation inconsidérée de pesticides est également quelque chose qui peut détériorer notre environnement et à court terme même condamner un peu les parcelles paysannes. Donc il faut faire attention, faire en tout cas dans la mesure, et également bien connaître les pestes. Parce que si vous ne connaissez pas une peste, ce qui est grave, c'est que quand vous avez un champignon, vous tapez avec un herbicide ou un insecticide. Il faut connaître les pestes. Donc, il y a quand même pas se tromper de remède. Une bonne formation technologique. Il faut connaître les différentes pestes. De ce point de vue-là aussi, il y a à s'inquiéter que les labos de phytopathologie, ici encore, même s'il y en avait dans le passé, ça commence à... ça ne s'est pas accru. Au contraire, ça a reculé. Et je ne connais pas beaucoup de labos en dehors des universités. Alors, professeur,
parlé politique agricole. Que pensez-vous de la politique agricole nationale du Sénégal, du PRACAS notamment? Bon, PRACAS, programme d'accélération de la cadence, je crois. Oui. Ne serait-ce que par le mot, ça a coïncidé avec une autre accélération de la cadence que l'on n'a pas vue. Donc, le sigle lui-même, je ne l'aurais pas utilisé moi. Bon, enfin, il est utilisé, bon, il a un contenu, il faut apprécier plutôt le contenu. Et ce contenu-là, dans ce contenu, il y a également l'autosuffisance en riz qui est ajoutée. De mon point de vue, c'est de bonnes choses. Il faut avoir des ambitions. Je félicite ceux qui ont ces ambitions-là. Mais quand on a les ambitions, il faut également avoir les méthodes. Les méthodes qui permettent d'atteindre ces objectifs-là. Il ne faut pas faire simplement dans la publicité. Hein? Moi, je pense que aujourd'hui, si vous interrogez le paysan de la région du fleuve, il va vous dire que certaines semences ne sont pas de qualité, que les intrants n'ont pas été fournis à temps, que certains intrants eux-mêmes ne sont pas de qualité. Si vous regardez l'arachide dans le nord du Sénégal, beaucoup de paysans récoltent plutôt des fans, mais pas des graines. Donc, il faut un programme de reconstruction du capital semencier dans les différents domaines. Et il faut également un peu de l'amélioration végétale, parce que ça aussi, je ne vois plus beaucoup de domaines où on fait beaucoup d'amélioration végétale. C'est vrai qu'il y a des labos de génétique, mais également, je pense que nous n'avons pas beaucoup avancé dans ce domaine-là. On a laissé beaucoup de structures végéter pendant très très longtemps, que pour reprendre, il faudrait peut-être des méthodes plus importantes. Et les laboratoires de recherche comme l'ISTRA? Bon, moi, je suis très positif. Hein? Je suis positif. Mais en tout cas, ce qui est certain, la recherche ne couvre pas tous les domaines importants pour faire de bonnes productions dans toutes les cultures. Hein? Je crois qu'il faudra peut-être être plus diligent, il faudra encore aller vers la formation de jeunes de qualité, il faudra avoir un programme, une vision très nette dans tout ce secteur-là pour que quand même on redynamise la recherche agricole et qu'on redynamise la recherche tout court. Et je pense qu'effectivement, il y a de ce point de vue-là des efforts énormes à faire pour que notre pays puisse atteindre les objectifs qui se fixent en matière d'autosuffisance alimentaire. Vous parlez de recherche, il n'y a pas tellement d'efforts qui sont faits en direction de la recherche du point de vue de son financement. Je ne dirais pas cela. Je dirais que simplement, ayant vécu toute cette période-là, j'ai dit que, bon, il y a des périodes où on devrait être plus diligent, où on devrait faire dans la formation, où on devait faire dans le recrutement. Et parce que vous savez, quand un chercheur part, on a dit en Afrique, quand un vieillard part, c'est une bibliothèque qui brûle. Dans la recherche également, c'est comme cela. Il ne faudrait pas que certains partent à la retraite et qu'on les remplace. Si un qui a une expérience, qui totalise une expérience de 30 ans, 40 ans, on ne le laisse pas former des gens avant de partir. Quand il part, ce n'est pas une seule personne qui le remplace. Hein? Il faut anticiper dans les décisions pour que, disons, la continuité se fasse. Moi, je pense qu'il y a eu, effectivement, des pertes de valeur ajoutée en matière de formation. On a tardé à prendre certaines mesures et il y a eu un vieillissement du corps des chercheurs et beaucoup sont partis à la retraite sans former ce qui devait les remplacer. Et donc je pense que de ce point de vue-là, il y a à faire. Alors, je rappelle que Perspective reçoit aujourd'hui le professeur émérite Pape Ibra Samb, premier électeur de l'université de Thiès, a également dirigé pendant plusieurs années l'école nationale supérieure d'agriculture qui se trouve aussi à Thiès. Mais justement, professeur,
Vous êtes le premier recteur de l'université de Thiès, une université qu'on pouvait même appeler de virtuelle, parce qu'au moment où vous étiez à Thiès, il n'y avait pas d'infrastructure. Vous me permettez pour la première fois de revenir sur une question, parce que vous savez, quand on est recteur, quand on dirige ces structures-là, on a un devoir de réserve. Mais enfin, moi, quand on me confiait l'université de Thiès, on me confiait une coquille vide. Moi-même, j'étais nommé, je rappelle que j'étais nommé recteur de l'université de Thiès. C'est la pratique courante jusqu'à présent, mais l'université de Thiès n'existe pas. Jusqu'à présent, en lieu place, l'université polytechnique de Thiès. Et vous le savez, dans cette situation, nous avons anticipé sur beaucoup de choses. Vous avez 2 universités qui sont créées depuis 4 ans et qui n'ont pas encore commencé. Lesquelles sont ces universités-là? L'université Amadou Mahtambo et l'université du Saloum, pour ne pas les nommer. Moi, quand l'université Thiès a été créée, c'était pour fédérer des écoles préexistantes. L'ENSA de Thiès, l'école polytechnique, l'ENSER et l'ISC de la faculté de sciences et techniques. Mais ce projet avait déjà connu quand même de gros problèmes lors du séminaire de création, parce qu'à la fin du 2e jour du séminaire d'août 2006, avant même la création de l'université polytechnique, au 2e jour, l'école polytechnique avait demandé à être créée comme école polytechnique dans l'université de Thiès. Donc à être autonome. Voilà. Donc, et le soir même du 2e jour du séminaire, même l'ENSA et l'histoire de Bambey et ENSER ont voulu venir chacun avec son projet. Vous voyez, donc, on m'a donné ça avec une nomination qui n'était pas encore celle qu'il fallait, parce que j'étais nommé recteur de l'université de Thiès à la place de l'université de polytechnique de Thiès. Non seulement ça, il n'y avait aucune salle de classe construite pour la nouvelle université. Mais pourquoi vous l'avez accepté? Et il y a eu des risques. Pourquoi l'avez-vous accepté? Je l'ai accepté pour faire œuvre utile et utilisable, parce que l'ayant accepté, faisant dans les stratégies de contournement, empruntant à Thiès, disons l'école de monoculture rurale, empruntant les lycées techniques et le lycée Marixi, après, disons, pour les heures où les salles de classe étaient vides, empruntant à l'Ankar le centre de Pout. Donc, on a pu faire dans l'anticipation. Et les premiers, nous avons fait économiser à l'État beaucoup de milliards, parce que les premiers étudiants, vous étiez encore là-bas, sont sortis avant même qu'on ne construise une seule classe dédiée à l'université de Thiès. Donc, on a fait dans l'anticipation, on a fait dans l'intelligence économique déjà, parce que la demande en enseignement supérieur, en accédant à l'enseignement supérieur était si pressante qu'il fallait faire dans les stratégies pour sortir de l'ornière. Mais ça vous a valu beaucoup de problèmes. Pendant 3 ans, vous n'avez pas pu stabiliser l'ordre académique à Thiès. Mais je remercie le bon Dieu que nous avons créé des filières dont l'une fait mon entière satisfaction, négocié avec le directeur du CADES avec le problème de vieillissement de son personnel. Nous avons fait une filière topographie dans comme un institut qu'on appelle Institut universel de technologie qui forme des DUT. Nous l'avons voulu comme ça parce qu'il nous demandait de former les premiers DUT dans les 6 mois qui ont suivi. Et on a créé cet institut. Dans cet institut, aujourd'hui, les gens qui m'écoutent à Thiès savent que cet institut peut être autonome. Ou si on me le vendait au franc symbolique, je l'aurais accepté. Dans la suite, j'ai créé à côté une UFR Sciences de l'ingénieur parce que moi j'avais dit jamais une université sans dans le domaine du génie civil, donc j'ai fait un pôle technologique. Un pôle technologique avec un institut universitaire technologique, génie civil, informatique, électricité et informatique industrielle, et une UFR Sciences de l'ingénieur avec donc génie civil, géotechnique et topographie. Ceux qui sortent de l'UT peuvent poursuivre leurs études jusqu'à maîtrise. À côté de cela, on a implanté à Thiès sur un site où il y avait les maisons familiales rurales
Et sur ce site, il faut voir un peu ce que les professeurs qui avaient été là-bas ont fait. Un travail de qualité. Et nous avons sur ce site-là une école de santé, l'UFR Sciences de la Santé, qui fonctionne très bien et qui forme déjà des internes des hôpitaux et qui polarise les hôpitaux de Thiès, de Tivaouane, de Diamniadio et de Khombole. Et sans parler de l'hôpital de Thiès. Mais aujourd'hui, les deux hôpitaux de Thiès d'ailleurs. Oui, aujourd'hui encore, professeur, la plupart des situations auxquelles vous avez été confrontés à Thiès sont encore réelles au niveau de l'université. Réelles, mais on a anticipé. Nos premiers étudiants sont sortis sans une seule salle de classe construite. Donc, c'est des milliards économisés pour l'État. Et ils ont été bien formés Très bien formés. Tous ceux qui sont sortis de ces licences-là, quand ils sont partis à Saint-Louis, les gens m'écoutent, ceux qui sont partis à Saint-Louis, ceux qui sont venus à Dakar, personne n'a douté de leur qualité. Beaucoup sont partis à l'étranger et ont continué leur formation pour avoir des masters de qualité. Donc, c'était pas. Nous pensons avoir fait œuvre utilisable pour les étudiants en tout cas. Ceux qui nous écoutent parmi eux savent que un travail réellement a été fait, un travail de qualité et qui a permis à beaucoup de jeunes Sénégalais d'être à l'aise dans leur formation. Et aujourd'hui, l'Université de Thiès est prisée. Il y a, je vous ai parlé de ça, mais l'UFR Sciences économiques et sociales a en son sein des formations presque d'informatique dédiées au littéraire. Et vous avez 4 filières également qui sont presque des filières professionnelles. À Thiès, je peux défier quiconque me dirait qu'il y a une université aujourd'hui plus professionnalisante que l'université de Thiès. Je défie quelqu'un qui me dirait aujourd'hui qu'au Sénégal, il y a une université plus professionnalisante que l'université de Thiès. Et on le doit à qui, à vous? En partie. Avec mes collaborateurs que je félicite ici, qui ont beaucoup enduré dans ces difficultés, qui se sont mis à bras le corps autour de ma petite personne pour défendre disons, des valeurs. Nous avons ensemble construit une carte de filière qui fait la fierté de notre pays et de la région de Thiès. Mais professeur Pape Ibrahim, en perspective, aujourd'hui, évidemment, hormis l'université de Thiès, il y a l'université Amadou Mokhtar Mbow de Kaolack. Ces universités-là sont confrontées aux mêmes situations que vous avez vécues. Est-ce vraiment de bonnes options, une bonne politique? Je pense que c'est une bonne politique quand même de créer des universités parce que... sans infrastructure? C'est un peu lent. C'est un peu lent, je devrais dire, parce que même les autorités ne sont pas contents de ces appels d'offres à chaque fois rejetés et qui nous entraînent dans une situation où nous avons... en tout cas, récemment, le chef de l'État a enjoint à ses ministres de trouver rapidement une solution. Oui, parce que Dakar souffre, Dakar a mal du fait que... tout ce qui devrait être fait pour permettre de soulager Dakar ne l'a pas été fait suffisamment. Les nouvelles universités construites n'ont pas eu tout de suite, donc, disons, les moyens qu'il fallait pour apporter le soutien qu'ils devaient apporter à Dakar. Je pense qu'il faut peut-être faire vite parce que le temps ne nous attend pas. Les lycées, on a fait... Moi, je pense que au Sénégal, on est en train de transformer un succès en échec. Parce que, comment ça? Oui, parce que nous avons eu beaucoup fait dans le primaire, dans le secondaire, dans les collèges de proximité, dans la proximité de l'enseignement et de la formation. Et ça entraînait une explosion du nombre de bacheliers. Et finalement, qui entraîne un engorgement au niveau du supérieur. On n'a pas où les mettre tous. Oui, cet engorgement, je pense qu'il faut faire vite pour que quand même ce qui est un succès, ce nombre de bacheliers. Également, moi, je serais allé même plus loin, moi, parce que j'aurais anticipé. Au niveau des lycées, déjà, j'aurais fait beaucoup plus de techniques pour éviter que tout cela vienne dans les universités.
Vous trouvez que c'est ça la solution aujourd'hui pour... Tout à fait, il faut rendre... C'est-à-dire que tout n'est pas construction. Moi, je pense que certains lycées, comme le lycée, les grands anciens lycées, on pouvait dans chacun de ces lycées, je l'ai proposé il y a 6 ans, 7 ans, que dans chacun de ces lycées, on adjoigne un volet technique. Et que beaucoup des techniciens, de ceux qui arrivent à l'université, dont un peu le niveau a été plus ou moins à un certain niveau dans les lycées, on devait tout faire pour un peu les garder au lycée et de donner des formations professionnelles courtes. En fait, des lycées, on vient d'en créer des lycées d'excellence au niveau de Bambey, il me semble. Oui, mais c'est encore lent. C'est encore lent. Le rythme, non, c'est un problème démographique. Notre population augmente. La demande en enseignement, disons, la demande en qualité est une réalité. À partir de ce moment-là, il faut faire en sorte d'être à la hauteur de ces demandes-là. C'est une demande sociale forte qui exige également que les autorités, à bras le corps, s'engagent à donner une réplique à la hauteur de cette demande-là. Il y a eu des assises de l'éducation à tous les niveaux. Et jusqu'à présent, apparemment, on n'a pas trouvé la bonne combinaison. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est négatif. Je veux être positif quand il faut l'être. Que les assises, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur sont de bonnes choses. Et il faut s'en féliciter, il faut féliciter les acteurs. Mais en plus, il faut également une application diligente, une application inclusive et une application qui également respecte certaines normes. Il faudrait également, pour ce qui est de l'élémentaire, il faudrait faire en sorte de résorber quand même ces acquis démocratiques des enseignants. Les accords, il faut les respecter pour permettre que quand même, je ne dis plus Ubitay Djangtay, mais que Ubitay Djang durablement. Parce que Ubitay Djangtay, alors que après, c'est simplement que les élèves sont là dans la cour, mais ils ne sont pas dans les salles de classe, c'est pas ça Ubitay Djangtay. Donc il faut construire des consensus forts autour de l'école. Même si ça a un coût, moi j'encourage les décideurs à résolument s'engager dans une politique, en tout cas assez honnête, de dire ce que l'on peut et de le faire à temps pour éviter tous ces problèmes-là que nous connaissons depuis, et ça commence à durer. Dans le supérieur aussi, je pense que les problèmes commencent à s'estomper avec les derniers accords d'ailleurs. Mais néanmoins, par exemple, je verrais bien que l'université Amadou Mahtar Mbow utilise les bâtiments de l'université future africaine, où il y a quand même quelques bâtiments anticipés un peu. Mais comment construire un consensus fort si l'État, par moment, ne respecte pas ses engagements pris vis-à-vis des enseignants? Je l'ai dit vers la fin de l'année scolaire, quand il y avait ce blocage-là, j'avais dit le dialogue était indispensable pour sauver l'école. Pourquoi? Parce que j'ai connu, moi, pendant ce temps-là, les situations que les maîtres connaissent dans les écoles. C'est inacceptable. Moi, quand je venais de recruter instituteur en 1975 à Matam, j'ai fait le CAP en février, le 15 février 1976, mais mon CAP, j'étais recruté comme titulaire, c'était rétroactif depuis la rentrée. Et j'étais instituteur titulaire en entrant dans le corps. Aujourd'hui, des gens font 10 ans pour avoir ce premier grade, et quand ils l'ont, ils peuvent rester 5 ans sans percevoir le salaire, ou même avoir de bulletins de salaire, ou même pouvoir bénéficier simplement... Qu'est-ce qui explique cette lenteur-là? Des soins de santé. Qu'est-ce qui explique cette lenteur-là? Ça, c'est inexplicable. Peut-être qu'il y a eu un engorgement, on a attendu très longtemps, beaucoup de situations sont restées en l'état, et il faut peut-être... Ils ont dit que, bon, j'ai entendu qu'ils font beaucoup d'efforts, mais c'est lent, et il faut y remédier. Parce que un État, c'est quelque chose. Un gouvernement, c'est quelque chose. Quand on prend des engagements, il faut les respecter. Et
c'est pour le bien de tout le monde. Parce que quand on prend des engagements, on ne les respecte pas et que ça entraîne ces situations, c'est préjudiciable à tout. C'est des grèves à n'en pas finir, des interruptions de cours. Moi, je pense que il faut veiller à ce que cela ne se produise jamais. Je pense que 3 années, 4 années, c'est suffisant pour qu'on trouve maintenant les solutions définitives. Et je pense qu'il est temps que pour toujours, on trouve les solutions qu'il faut et qu'on sorte de ce cycle de violence. Est-ce que cette année, vous le disiez en filigrane, on aura quand même une année scolaire apaisée? Une année scolaire apaisée, moi je pense que cela dépendra et des autorités et des enseignants. Et l'enseignant est au cœur du dispositif de formation. Il faut faire en sorte que cet enseignant soit en tout cas géré à l'optimum pour qu'il puisse donner des résultats de qualité. Je sais que pour l'avoir fait, j'ai enseigné dans des conditions difficiles. Je n'ai pas commencé à l'Université de Dakar. Et peut-être ces conditions difficiles qui m'ont poussé à venir très vite faire l'école supérieure. Et vous savez que souvent, ces conditions-là, je suis sûr que certains enseignants le vivent encore. Mais si vous mettez déjà un enseignant dans une situation où il est isolé dans son école et que, en fait, il n'y ait pas les conditions d'accompagnement nécessaires. Moi, de mon temps, je n'étais pas facile à amener à la grève. Parce que, bon, j'avais tout ce qu'il fallait. On ne pouvait pas m'entraîner dans une grève n'importe comment. Mais aujourd'hui, les grèves se décrètent, je crois, par SMS. En tout cas, c'est très vite, parce que je vis avec des enseignants, je vois comment c'est décrété. Surtout parce que tous sont concernés par ces problèmes-là. C'est pour ça qu'ils sont faciles à entraîner dans des grèves sans même qu'il y ait de réunions. Je pense que les grèves, le cycle de grève que nous vivons aujourd'hui est économique. Et quand on entend même le ministre de l'Éducation, c'est comme s'il pousse les gens à la grève quand il dit que nous, tous les problèmes pédagogiques, nous les avons réglés. L'enseignant a besoin de problèmes pédagogiques. Il apprend peut-être la pédagogie dans les centres de formation, mais dans les salles de classe, il a besoin aussi de son salaire pour se nourrir et se soigner. Donc je pense que c'est ça le problème. Le ministre de la fonction publique, il n'y a pas de dilatoire qui tienne. Les ministres, c'est des ministres. Le gouvernement est un et indivisible, doivent se parler pour trouver. Aujourd'hui, l'informatique existe. Hein? Le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances doivent avoir leur fichier. Je crois qu'ils l'ont d'ailleurs. Il y a un nom, j'entends parler. Mais il ne suffit pas de cela seulement. Il faudrait que de son bureau, il puisse voir instituteur par instituteur qui n'a pas reçu tout ce qu'il devait recevoir et qu'on prenne toutes les mesures conservatoires pour que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits et que finalement on leur demande aussi de fournir le travail qui leur est demandé. Professeur Pape Ibra Samb, je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Vous avez quitté Thiès pour venir jusqu'à Dakar ici sur mon invitation. Je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie, Aliou. Et c'est une fierté, c'est un plaisir toujours renouvelé de maintenir avec vous sur les questions qui intéressent notre pays, en sachant que tout le professionnalisme qu'il y a derrière, vous avez un suivi depuis très longtemps. Et c'est un plaisir, comme j'ai dit, renouvelé d'être avec vous. Et merci en tout cas. Je remercie aussi les auditeurs qui nous écoutent, votre groupe de presse. Merci, professeur Pape Ibra Samb. Je rappelle que vous êtes